toutes et à tous, et Hermès, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié la vidéo d'hier, beaucoup de commentaires, toujours avec un petit peu de frustration, je le sens, d'énervement, de colère, c'est complètement normal, bien évidemment, on est dans des périodes d'incertitude la plus totale, on attend jour après jour des mauvaises nouvelles qui tombent sur le marché crypto, et le prix du BTC, et notamment de l'ensemble du cryptoactif, semble mal l'interpréter, c'est complètement normal, on va parler de tout ça dans cette vidéo, on va parler Bitcoin. On va voir s'il y a quelques petites choses, quelques petites lumières au bout du tunnel. On en voit de moins en moins, surtout que Binance se délaisse complètement et ne veut pas faire son rôle de grand chevalier blanc comme il aurait pu le faire pour FTX précédemment. On en parle maintenant. Avant de commencer, je vous invite toujours à rejoindre le Discord des rois du marché. Vous trouverez le lien dans la description à l'intérieur, une documentation qui s'appelle la stratégie des 4 rois. N'hésitez pas à l'utiliser, vous en imprégner, vous en inspirer pour vous aussi, trouver votre propre style d'investissement, que ce soit sur le court, moyen, long terme, voire très long terme, sur les marchés financiers, cryptoactifs ou plutôt traditionnels. Les marchés traditionnels se portent plutôt bien, encore plus 0,30% sur les contrats futurs, notamment au niveau de Wall Street, ce matin même. Bon, on verra si éventuellement Bitcoin et les cryptoactifs souhaitent suivre le pas et embrayer le pas. En tout cas, c'est mal parti pour le moment. On va en parler dans cette vidéo. Deux petites choses très intéressantes. Black Friday côté TradingView, donc c'est les outils d'analyse chartiste et technique qu'on utilise au quotidien. Vous avez jusqu'à 60% sur le Premium. Vous avez 50% sur le Pro Plus et 40 ou 30% sur le Pro. N'hésitez pas à en profiter. C'est une fois par an, généralement, et je pense que c'est vraiment qu'une fois par an. De ma mémoire, je crois qu'ils le font pas à Noël. Ils le font vraiment que là. Et ça j'en profite personnellement tous les ans pour recharger en réalité l'intégralité. Donc vous allez sur découvrir les ordres. Donc vous avez moins 40% sur le Pro, moins 50% sur le Pro Plus. Si vous êtes déjà inscrit, profitez-en et vous pouvez ne pas passer par mon lien. Je mettrai un lien dans la description. Si vous n'utilisez pas ou si vous êtes gratuit actuellement sur TradingView, si vous voulez passer sur un Pro Plus Premium, je ne pense pas que ce soit d'une très grande utilité, et vous avez 30%, 30 € supplémentaires sur votre abonnement directement offert. Donc ça rajoutera des mois en réalité, c'est pas par rapport aux 108 US, sachez aussi qu'il y a les taxes, donc c'est généralement 20% de taxes dessus. Donc ça fait toujours une somme d'argent, je suis complètement d'accord, mais c'est très utile pour le coup au quotidien. Et Ledger qui fait aussi son petit Black Friday, qui propose, lien également dans la description, j'en ai parlé hier dans le Discord, plus 30 $ en BTC gratuit, directement livré avec votre clé Ledger Nano X et 20 $ US de BTC gratuit, directement livré avec votre Nano S+. Je crois que vous allez recevoir un petit coupon, il y a les conditions générales. Vous trouverez également ce lien dans la description, donc généralement ça marche plutôt bien. N'hésitez pas à en profiter, c'est la première fois que je vois ça, je trouve plutôt intéressant de pouvoir l'envoyer, et puis ça permet de, pourquoi pas, si... Alors je crois que c'est réservé aux 15 000 premiers de chaque... 15 000 premiers acheteurs. Et en sachant que Ledger est plutôt prisé en ce moment, je ne sais pas si ça fait déjà beaucoup. Bon, ça ne fait que hier dans l'après-midi que c'est sorti, donc peut-être qu'il y en a encore disponible, bien évidemment. Voilà pour ça. On commence très simplement avec Bitcoin, on va pas en parler plus que ça, on a cassé les précédents lots, encore une fois. On avait des objectifs, on peut les reprendre ensemble, 13 880, 10 780, 9 900 $. Est-ce qu'on va y arriver, est-ce qu'on va pas y arriver? Est-ce que ce sont des objectifs Heliotis, Ishimoku Kinkoyo? Est-ce qu'on va aller plus bas, toujours plus bas? C'est pas complètement impossible. On est baissier, on a résolu le range par le bas, malheureusement la continuation de tendance est baissière, on attend des structures de marché pour retourner, voir des invalidations ou des avalements haussiers par rapport à des bougies, que ce soit en daily, en weekly de préférence, par rapport à des divergences qui sont en train de se mettre en place, on les voit, hein. Il y a toujours de plus en plus de divergences, donc weekly, divergence potentielle, daily, divergence potentielle, 4 heures, divergence potentielle, on attend juste un ravalement, et le ravalement on l'aura exactement lorsqu'on viendra au-dessus et clôturer, me semble-t-il, 17 200 $. Voilà, c'est juste ici, 17 172 $, très exactement. Donc si vous avez une bougie en weekly, partez du principe que toutes les divergences potentielles précédentes seront confirmées. C'est le seul truc qu'on attend, et sinon il n'y a strictement rien à faire pour les investisseurs. Alors ce sera pas un super méga signal de l'année, hein, mais ça reste un signal toujours intéressant, qui permet de nous montrer une petite lumière au bout du tunnel, bien évidemment. Je reviens quand même dans le passé pour voir où est-ce qu'on était arrêté en réalité, vis-à-vis de notre Bitcoin. En fait, on s'était arrêté au milieu de rien. Je vous reprends ici, on était entre les 786 et les 886 d'un précédent bottom de marché par rapport à des magnifiques structures de 2014-2015. On est parti faire un super ATH, et puis d'ailleurs on se retrouve un petit peu dans un no man's land entre les 786, 886, c'était même pas dans un trou de volume profile, c'était plutôt posé sur un volume profile. On était venu chercher ici un précédent lot par rapport à un arrachement haussier, juste ici, on était vraiment venu le piquer, voire je sais même pas si on était venu le piquer. Ici on fait exactement la même chose, en réalité on est exactement entre les 786 et les 886, alors on peut encore un petit peu se dégrader très légèrement, on se retrouverait potentiellement en dessous, ici on est venu chercher, juste précédant les ATH par rapport à l'accélération des 19 000 $,
Juste en dessous ici, 16 160 $. Ok, est-ce qu'on peut venir chercher les 9 800? Oui, c'est possible. En fait, on va se poser des questions. Au-delà de savoir techniquement est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas, tout porte à croire qu'on y va. Techniquement, tout est baissier. Donc pour le coup, hormis des zones, et c'est plutôt des zones qu'on va chercher à acheter, non pas des prix, parce que qu'on achète à 17 238 $, ou qu'on achète à 15 779 $, dans 5 ans, on s'en fichera bien évidemment. Hein, ça c'est super important de le comprendre. Je vous dirai ça à la fin de la vidéo, ce que si je devais tout refaire aujourd'hui, si je devais refaire tout mon capital d'investissement et que si je venais d'arriver aujourd'hui sur le marché, je vous dirais ce que je ferais. Je trouverais ça toujours très intéressant d'en parler. Ensemble, y a-t-il des vendeurs sur ce marché? C'est ça la question à se poser. Est-ce qu'il y a vraiment des vendeurs sur ce marché? Parce qu'à nous écouter et à s'écouter, on vend pas en fait. Alors peut-être que certains d'entre nous le short, peut-être certains d'entre nous le long, je dis pas le contraire. Mais est-ce qu'on vend vraiment nos bitcoins? Est-ce qu'on capitule? Est-ce que la majorité d'entre nous, avec un N majuscule sur l'ensemble des réseaux sociaux, vendent nos bitcoins? Non, on les vend pas. Qui vend? Bah c'est les mineurs qui vendent. Ils sont là les mineurs, ils sont coquins parce qu'ils vendent sacrément les bitcoins. Bitcoin étant bien market, un géant du minage crypto s'effondre. Alors c'est plutôt par rapport à son cours de bourse qui s'effondre, parmi tant d'autres. En fait, il y en a plein à la file qui sont en train de s'effondrer, notamment en bourse, parce qu'ils sont très proches des risques d'insolvabilité. Vous avez ici, par exemple, sur le Bitcoin Buy and Sell Pressure, c'est Capriol Investment qui partage ça, une augmentation de près de 400% en quelques mois, en réalité, quelques semaines, par rapport à l'augmentation de la capitulation des mineurs. Ça, c'est oufissime. Donc, ils jettent en réalité des bitcoins par la fenêtre. Alors c'est toujours la même chose, vous savez, les mineurs, ils sont comme nous. Ils attendent. Ils vendent pas, ils vendent le minimum pour payer les coûts de structure, si vous voulez, ou les coûts de fonctionnement pour holder des bitcoins, plein de bitcoins dans les portefeuilles, donc c'est génial. Et puis derrière, quand on commence à sentir un peu le roussi, on vend nos bitcoins qu'on a gentiment holdés. Si on avait vendu éventuellement proche des tops, alors on sait qu'ils vendent maintenant très haut, donc j'espère pour eux qu'ils ont des réserves, pour le coup. Mais on sait qu'on arrive sur le tard et beaucoup de très gros mineurs sont arrivés sur le tard. Ils sont arrivés il y a 1 an ou il y a 1 an et demi. Donc ils ont fait leur commande de machines. Ça prend à peu près 6-9 mois avec les délais de retard vis-à-vis des ASICs, etc. Peut-être 1 an. Donc ils ont commencé à miner il y a peut-être 8 mois. Ils arrivent en plein bear market. Enfin, c'est juste délirant. Les annuités de remboursement commencent à arriver. C'est très compliqué pour eux. Donc je pense qu'on peut vraiment liquider 20-25% du nombre des mineurs. Le seul problème que ça a, c'est qu'ils continuent en fait à envoyer de la pression vendeuse. Voilà. Tout ce qui mine, ils le vendent tout de suite. Et actuellement, beaucoup de mineurs, tout ce qui mine, ils le vendent tout de suite. En espérant, tout simplement, et partez du principe que pour les très gros mineurs, ne nous y trompons pas, comme les petits portefeuilles ou les moyens portefeuilles, on a cette psychologie-là. On achète, on vend tout de suite, en fait, pour essayer de survivre. Et leur objectif, c'est de survivre. Il y a quand même une solution pour que les mineurs, entre guillemets, survivent sur ce marché. Comment on fait, en fait, pour... Alors, ils continueront très probablement à vendre leur bitcoin au plus offrant et le plus rapidement possible, même si précédemment ils le faisaient plutôt OTC, peut-être que c'est pour ça qu'on a une vraie pression acheteuse, parce que peut-être qu'ils trouvent moins de personnes et moins d'institutionnels pour acheter leur bitcoin, notamment OTC, donc sans passer par les échangeurs. Il faudrait peut-être regarder ces données on-chain d'ailleurs, pour savoir si ou non ils reprennent sur la vente. Je ne sais même pas si on pourrait le savoir, ça. Il faudrait regarder, j'aurais pu faire une recherche dans ce sens-là. Bref, on pourrait regarder, on en discute sur le Discord ensemble. Ce qui est super important, c'est qu'ils ont une possibilité pour pouvoir survivre. C'est qu'ils arrêtent de payer leurs factures. C'est pas compliqué, vous arrêtez de payer votre facture d'électricité parce que beaucoup ne sont pas aujourd'hui sur des tarifs dits régulés ou dits bloqués pendant 3 ans, 5 ans sur des contrats. Ils l'ont fait à la hâte, juste avant la crise malheureusement géopolitique qui ont fait flamber les prix des hydrocarbures et du gaz, etc. Donc ils se l'ont pris de plein fouet partout en Europe et notamment à l'est de l'Europe. Et deuxièmement, ils arrêtent de payer leurs bâtiments, ils arrêtent de payer leurs amortissements. S'ils ont fait des gros emprunts pour acheter des hangars, etc., ils arrêtent de payer ça aussi. Et ils peuvent survivre. Alors, est-ce qu'ils peuvent survivre 3 mois, 6 mois, 1 an? C'est toujours pareil. À un moment donné, on dit stop, quoi. On dit stop et il y a des mandataires judiciaires qui vous disent stop. On arrête les frais. Et ça peut durer longtemps. Et on le sait, qu'ils sont vraiment sous l'eau parce que on dit beaucoup, il y a des mineurs qui minent à 3 centimes, il y a des mineurs qui minent à 4 centimes. Oui, mais c'est, je pense très clairement, pas la majorité des mineurs aujourd'hui dans le monde. À partir du principe qu'il y a beaucoup de particuliers encore partout aux États-Unis, en France, en Europe et un peu partout, même en Chine, qui continuent à avoir des petits ASICs directement dans leur garage. Et qui se chauffent d'ailleurs avec. Ça paraît fou, mais alors même si c'est pas de la très grosse majorité, ça existe quand même. Et aujourd'hui, c'est plutôt pour apporter un soutien, si vous voulez, à la décentralisation, à cette idée même de Satoshi Nakamoto, et qui continue, même à perte, à payer, ça coûte peut-être 20, 25 ou 40 euros
par mois avec 5 cas graphiques alors qu'on vend à perte, même si on fait partie de main pool, etc. Mais je trouve ça plutôt louable, mais les gros mineurs, malheureusement, c'est pas pour le bien qu'ils font ça, ou c'est pas pour l'esprit, même si probablement il y en a qui le font par rapport à ces croyances-là, mais la plupart c'est pour la rentabilité, et s'il n'y a plus de rentabilité, il n'y a plus d'investisseurs, s'il n'y a plus d'investisseurs, c'est la banqueroute, tout simplement. Et généralement, ça fait mal. Et on voit qu'ils sont très en perte actuellement. Hein. Donc je pense qu'ils doivent miner, aller peut-être à 0,4, 0,5 centimes, aller peut-être 0,3 centimes. Mais actuellement, c'est pas bon, quoi. Alors oui, il y en a qui mineront toujours à 8 000 $, 10 000 $, etc. Je dis pas que si ça passe en dessous de 10 000 $, il y a tout qui s'arrête et le monde s'arrête. C'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Je dis juste qu'actuellement, partez du principe que beaucoup de mineurs, ceux qui sont rentables ou ceux qui ne sont pas rentables, sont en train de mettre une forte pression vendeuse, sur le Bitcoin actuellement. Donc ça joue. Y a-t-il des acheteurs sur ce marché? C'est ça aussi la question qu'il faut se poser. Est-ce qu'on achète ce marché? Alors oui, il y en a beaucoup qui probablement qui l'achètent à levier, parce que tout le monde on pense que c'est un dip et c'est un type infini, on casse les précédents lots, faites très attention par rapport à ça. Ceci n'est pas une trendline, c'était juste un petit ricochet par rapport à un objectif de prix. Eh bien oui, il y a des acheteurs sur ce marché, mais ils sont plus bas, malheureusement. Et ça, on peut parfaitement le constater. Juste ici, vous le voyez sur Coinbase, Coinbase qui est très résilient, qui a beaucoup de publicité actuellement, plutôt de bonne publicité. Ils vont probablement percevoir beaucoup de nouveaux, entre guillemets, clients, peut-être de gros clients, notamment institutionnels sur Coinbase Pro. Ça peut être éventuellement intéressant, puisque aujourd'hui ils sont enregistrés auprès de la SEC et enregistrés auprès de la chambre au niveau de la bourse, donc ils ont des obligations type quasiment bancaire pour pouvoir intervenir sur le sol américain. Sachez-le, Coinbase, ça doit être, je pense, l'échangeur le plus safe du monde, et si jamais Coinbase tombe, croyez-moi que ça va être différent pour l'ensemble des places boursières de la planète. Hein. Et là, on pourra parler de Binance, je pense que ce sera probablement peut-être pas mieux. Donc, actuellement, on n'y est pas du tout. Hein. Pour moi, on reste plutôt protégé par rapport à ça, et c'est plutôt une bonne chose. Donc, beaucoup d'acheteurs qui attendent, mais plus bas, évidemment. Donc si ces acheteurs ne parviennent pas à acheter plus bas, et d'ailleurs vous le voyez depuis toujours, hein, depuis maintenant plusieurs mois, quand on était encore à 18 000, moi quand on était monté à 23 000 $, il y avait des énormes ordres ici, et ceux qui ont été pris, c'est les plus faibles, en réalité. C'est plutôt les plus faibles qui ont été pris, et les plus grands ne sont pas encore pris, notamment au niveau de Coinbase. Oui, il y en a plus bas, regardez, Deribit, hop, on fait son mode DCA par le prix, toujours très intéressant de l'observer. On continue sur Bitstamp, exactement la même chose, vous avez des murs d'achat qui sont ici positionnés, 15 000 $, 14 000 $, etc. Donc c'est toujours pareil. Oui, il y a des acheteurs, mais actuellement plus bas et bien positionnés. Ce qui fait le prix du Bitcoin, c'est toujours le prix au market, entre l'offre et la demande à l'instant T, toujours la même chose. Ça, c'est super important. Qu'est-ce qui fera bondir le marché? C'est très simple en réalité. La question est plutôt saine, je pense. C'est une grosse news. Et une grosse news catalysante haussière. Une très grosse news. Je vous laisse la découvrir, je vous laisse l'imaginer, je vous laisse ce que vous voulez. Qu'est-ce qui fera un peu plus s'effondrer le Bitcoin? C'est malheureusement une grosse news négative. Et encore une news négative. Et les grosses news négatives, malheureusement, on les a qui sont sous nos yeux. Elles sont ici, quoi. C'est Genesis. Genesis, c'est une énorme tentacule qui était sur les Rose Capital, avec GBTC, avec Coinbase, avec FTX, avec... donc c'est un peu tout, beaucoup de gros institutionnels. En fait, c'est beaucoup de pools de liquidités en fait qui gravitent par rapport à toutes ces sociétés. Donc quand on a parlé de 130 entreprises aujourd'hui qui sont impactées par un risque systémique vis-à-vis de FTX, à peu près 130, et Genesis bien sûr en fait partie. Et d'ailleurs Genesis a dit qu'il cherchait 1 milliard de dollars. Maintenant ils en cherchent 500 millions. Mais que nous dit pas notre ami Coinbase? Je sais même pas si je vais pouvoir vous le récupérer celui-là. Binance ne sauvera pas Genesis par crainte du conflit d'intérêts. Le mec, il demande 500 millions de dollars. Il nous pousse des preuves de réserve à 70 milliards. Il veut pas sauver le truc alors qu'on est sur un risque systémique. Je pense qu'on ne sait pas tout. Je pense qu'il y a des choses qui sont en train de se passer en off qu'on ne sait pas. Il faut juste tenir actuellement. Mais partez du principe que c'est probablement pas une catastrophe systémique pour ces gens-là. Pour nous, on le sent comme ça. Et c'est normal parce qu'on est très extérieur par rapport à ce qui est en train de se tramer vis-à-vis des mouvements de liquidité et des mouvements de capitaux qui sont en train de bouger au sein de ce marché. C'est ce qu'on appelle aussi des changements de main, et c'est clairement dans des périodes d'incertitude et de peur extrême, de capitulation, de colère, etc., ou de dépression, que se produisent en fait ces effets d'aubaine, de changement de main. Donc les petits portefeuilles où les moins déterminés vont passer aux plus déterminés qui vont, eux, y voir des opportunités, et ils sont très patients par rapport à ça. Je pense que ce sera sauvé, honnêtement. 500 millions de dollars, ça me paraît pas dingue. Alors c'est beaucoup d'argent, mais je pense que si c'est pour relancer la machine, malheureusement il n'y a pas de régulateur. C'est ça le truc.
c'est qu'on parle de régulation, il va nous embêter, etc. Mais moi, je suis encore une fois pour la régulation de ces échangeurs ou de ces organismes centraux. C'est super important qu'il y ait une régulation. Aujourd'hui, ça existe, si vous voulez. Avant 2008, ça n'existait pas. Enfin, si, ça existait, mais de façon moins forte et moins puissante au niveau des chambres de compensation. En fait, qui assure qui ? Partez du principe que s'il y a une banque qui fait faillite, vous avez maintenant des banques de dépôt qui permettent de vous valider 100 000 euros par compte bancaire, etc. Enfin, par compte bancaire, la somme de vos comptes bancaires, notamment en France, en Europe, c'est pareil. Vous avez 100 000 euros remboursés directement. France Suisse, etc. En fait, dans les cryptos, ça n'existe pas. Il n'y a pas d'assurance aux cryptos. Il n'y a pas d'assurance et une entreprise crypto. Aujourd'hui, ça n'existe pas. Il n'y a pas de chambre de compensation. Il n'y a pas de vase communicant. Il n'y a pas de, je ne sais pas comment on dit ça, de garantie sous-jacente réalisée par un tiers contre rémunération. Ça n'existe pas. Alors, il y a des choses qui essayent de se mettre en place, mais actuellement, sur des volumes d'argent actuellement, en fait, qui peut pricer qui est prêt à assurer ce type de choses ? Personne aujourd'hui n'est prêt à assurer ce type de choses, à part une énorme banque systémique, et ça viendra très probablement demain, et ça sera très bon pour le marché, mais actuellement, on est en train de vivre le pire, et encore une fois, j'ai envie de vous dire, du marché, mais demain, ça arrivera dans le bon sens, et ça passera par une régulation très ferme et très forte, notamment par la SEC, ou par MiCA, ou par l'Europe, ou par d'autres pays ou continents, bien évidemment. Donc, jusqu'à preuve du contraire, c'est super important de laisser là-dessus, et d'y réfléchir, et surtout de tenir. Très important aussi, ça parle de Grayscale, j'ai tweeté ça, Coinbase certifie qu'il a bien 600 000 bitcoins, etc. Bah oui, c'est normal, puisque c'est Coinbase, je l'ai tweeté ça hier. C'était toujours très intéressant. On va revenir sur le profil. Je l'avais tweeté ici, voilà. Traduction, Coinbase affirme que tous les actifs de Grayscale sont sécurisés, cela devrait aider. Donc j'ai dit Binance FTX, Coinbase Grayscale. En fait, le détenteur des bitcoins de Grayscale, par rapport à la fiducie Grayscale, donc, qui permet d'émettre des GBTC, qui sont des actions en réalité, ne sont pas réellement des bitcoins, sont détenus aujourd'hui par Coinbase, et Coinbase les certifie. J'espère que c'est vrai, on touche du bois pour le coup, mais jusqu'à preuve du contraire, le cours ne semble pas s'en inquiéter, jusqu'à preuve du contraire. Je vous ai dit tout ce que je voulais vous dire. Je voulais vous parler aussi de Coinbase, parce qu'on en parle beaucoup de Coinbase, et ce qui est en fait un petit peu alarmant, c'est qu'on revient chercher les précédents lots. Ouais, alors on parlerait éventuellement que c'est encore Armstrong qui a vendu ses 1,6 million. Je vais vous dire mon fond de ma pensée, parce que j'en ai pas beaucoup parlé, mais je voulais vraiment vous en parler de ça, par rapport à ce qui se passe vis-à-vis de ces jeunes milliardaires ou ces jeunes multimillionnaires, qui font parfois des très jolies choses. Vous l'avez ici. Brian Armstrong, un petit pas en bourse, un grand bas pour la crypto. Donc en fait, ils avaient fait une IPO. Donc ils avaient directement de leur propre action, sans passer par un organisme bancaire ou par un fonds d'investissement, pour pouvoir pousser et pour avoir une certaine prise de liquidité vis-à-vis des actions qui ont été menées. Ça a été fait en direct, c'est très rare et ça peut marcher. Bon, on était en pleine hype des crypto-monnaies, donc ils savaient qu'il y aurait la demande en face. Donc je crois qu'ils ont décroché 50% de l'entreprise. Sachez que juste avant l'IPO, ils avaient, IPO, ils avaient 50%, les deux fondateurs de Coinbase avaient encore 50% de leurs actions et des parts de l'entreprise, ce qui est aussi extrêmement rare avant une introduction. Donc on sait qu'il a quand même vendu beaucoup d'actions, notre ami Armstrong, donc il n'y a pas de problème avec ça, et vous les avez, il a quasiment tout vendu en fait au début, et vous avez en fait son ancien associé qui maintenant n'est plus au sein, qui est maintenant ancien associé de Sequoia Capital, mais qui est maintenant parti, et qui avait cofondé Coinbase. Il avait levé 2,5 milliards pour avoir un vrai fonds d'investissement pour les projets crypto, etc. Je trouvais ça très intéressant de vous en parler. Pourquoi ? Puisque lui continue à acheter des actions Coinbase. Je sais plus où est-ce qu'on le voit, c'est juste ici, voilà. Donc c'est notre ami, voilà, Ersan Frédéric Ernest III, ici, qui rachète des actions, en fait, directement au sein de son fonds d'investissement, j'imagine, mais qui continue à racheter des actions. Il y a Luc Tobias également, qui est directeur maintenant, et qui est au board, au comité de direction de Coinbase, qui est aussi le patron et le CEO de Shopify, qui accepte d'ailleurs les paiements crypto, et je pense par l'intermédiaire de Coinbase, et qui fait son petit DCA, lui, hein, tous les 3 jours, enfin toutes les semaines, il achète pour 300 000 $. Vous le voyez ici, je trouvais ça intéressant. Alors oui, ça fait des gros titres, ils vendent pour 1,6 million. Alors je vais vous dire mon fond de ma pensée, je pense que ça va ressortir, sauf si vous le trouvez avant moi, je pense que c'est pour payer les impôts. Voilà, c'est juste pour payer ses impôts. Je pense qu'il a été trop gourmand, donc il a solde, et il faut qu'il trouve de l'argent pour payer ses impôts. Donc je pense qu'il va revendre des cryptos. Je pense vraiment que ça passe de là, et c'est très fréquent en réalité. Souvent, on le voit comme ça. C'est qu'il a dû se faire très plaisir, très probablement, et qu'il avait plus assez d'argent pour payer les impôts. Je ne vois pas ça comme un signe il est en train de vendre, qui n'est pas le bottom, et ça va aller beaucoup plus bas. Honnêtement, j'en doute un petit peu, je pense qu'on est vraiment très proche du bottom de marché. Je connais pas l'avenir, mais si on doit aujourd'hui faire confiance à une entreprise, enfin,
c'est un vrai bonheur en fait, et c'est un vrai salut pour tous les cryptophiles aujourd'hui que Coinbase existe et qui sont introduits aujourd'hui en bourse, parce que partir du principe que Binance US ne l'est pas encore, et je sais pas si c'est prévu, mais c'est difficile d'y accéder. De rentrer au Nasdaq et d'y accéder, c'est très difficile. Partez du principe qu'il faut vraiment n'en montrer pas de blanche. Voilà, j'ai fini avec ça, je voulais pas vous embêter plus que ça avec Coinbase. Très rapidement aussi, ça a beaucoup tourné, JP Morgan enregistre une marque pour les crypto-wallets, donc on sait qu'ils bossent dessus, ils avaient même leur propre blockchain précédemment, ce qui est toujours très rigolo, c'est que le patron, donc Jamie Dimon, JP Morgan qualifie les cryptos de système de Ponzi, c'était pas si longtemps que ça, c'était en septembre 2022, qui juste derrière Bitcoin va aller à 13 000 $, JP Morgan prévoit une nouvelle chute sur les fonds d'affaires de FTX, donc 13 000 $, 12 000 $, partie du principe que c'est à peu près les niveaux de prix, voire juste avant qu'il va racheter du Bitcoin, donc je pense pas que ce soit complètement délirant d'avoir une target sur les 13 500, 14 000 $, on y est d'ailleurs très très près, on s'y rapproche tellement qu'on a l'impression déjà d'y être, mais partez du principe que oui, ces gens-là dans l'ombre en fait continuent à acheter et continuent à tisser leur toile, si vous voulez, d'institutionnels au sein de ce marché-là, puisqu'ils ne peuvent malheureusement pas le louper. Pour finir, et je résumerai ça et je vous donnerai en fait le fond de ma pensée par rapport à tout ce que je viens de vous dire. Côté order flow, rien de plus à dire. Honnêtement, on est plutôt de la même chose qu'encore hier ou avant-hier. Ça, c'est super important. Il y a une énorme perte de confiance sur ce marché des cryptoactifs. En deux, il y a un réel risque systémique. En somme, en l'absence d'assurance ou en l'absence de chambre de compensation par rapport à Genesis, par rapport à comment ça s'appelait, Gemini aussi. Genesis, Gemini qui font partie du truc, Trio Capital qui avait été racheté par FTX qui tombe aussi. Vous avez maintenant Grayscale qui sont un petit peu dans l'œil du démon, même si comme bon bref, un vrai risque de crise systémique ou de risque systémique sans aucun problème. Vous avez également une pression très forte au niveau des mineurs. On le voit, on le constate. En somme, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Maintenant qu'on sait ça. Parce que oui, c'est pas rose, en fait, ce qu'on est en train d'observer. Ben moi, je vous le dis. Et je vais vous dire ce que j'ai fait, pas la première fois, mais ce que j'ai fait la deuxième et la troisième fois, et qui en est venu, en fait, la stratégie des 4 rois. Je vous mets au défi de le faire. Si vous êtes actuellement même all-in sur le marché, si vous êtes surexposé et si c'est votre vie de vous jouez ou Noël que vous jouez, à ce moment-là, soulevez vos bagues, prenez vos pertes, on accepte nos pertes. Vous prenez, vous sacralisez un stop loss et puis tant pis, on prend la perte, c'est mieux de repartir avec la moitié de quelque chose qu'avec 100% de rien. Ça, c'est très important. Beaucoup de grands investisseurs disaient ça il y a encore une vingtaine d'années. C'est toujours mieux de partir avec, c'est toujours mieux d'avoir 50% de quelque chose que 100% de rien. Bon, ne l'écrivez pas, celle-là, elle est pas très jolie. En tout cas, c'est pas très rassurant. Mais partez du principe que, dans ce contexte-là de marché, en l'ayant vécu 3 fois, 2 fois sur les marchés crypto et une fois plutôt belle sur les marchés traditionnels, je vous dis vraiment que la meilleure chose que je pouvais faire à ce moment-là et que j'aurais dû faire à ce moment-là dans 100% des cas, c'est strictement de rien faire. Tous les objectifs sont donnés, tous les TP sont donnés, toutes les targets sont données. La target DMS 33 000 $, JP Morgan 39 000, nouvelle ATH, et vous en avez, vous cherchez sur internet, vous avez plein de grands investisseurs qui vous parlent d'un Bitcoin à 250 000 $ et qui vous expliquent carte sur table pourquoi il sera à 250 000 $ à la fin du premier trimestre 2023. Sait-on jamais. On ne connaît pas l'avenir, bien évidemment. Mais réellement, et je me revois en fait dans ces périodes 2019-2018, c'était vraiment très difficile, où je tradais de façon un peu agressive et que je cramais mon capital d'investissement là-dedans et j'aurais dû en fait arrêter de trader et dire ok, je mets tout là, où je mets ma stratégie des 4 euros en place, je l'avais pas à ce moment-là, et puis je dis ok, j'attends, mais j'aurais été bien plus rentable en réalité aujourd'hui. Bien plus rentable que d'avoir tradé ou que d'avoir fait des shorts, des longs, des machins, des trucs, les shorts uniquement pour se hedger. C'est toujours bien de se couvrir sur des TP, etc. Pas de problème en levier x10, en levier x20 ou en levier x5, sans aucun problème. Derrière, ce type de choses, on le subit, et maintenant, ce type de choses, on le subit également. Par contre, pour l'instant, il n'y a pas de reprise. Pourquoi il y a une reprise en mars 2020 ? L'ingérence des banques centrales. On ouvre les robinets à 100%. Donc oui, ça a surpris même Warren Buffett et les plus grands investisseurs de ce monde. Après, il fallait prendre la vague et il fallait prendre le train. George Soros a acheté ici, me semble-t-il, en octobre 2020. Et puis, ça a fait beaucoup parler. Le mec, il a acheté, en fait, dans une zone de rechargement de vente logique. On en rigolait sur les réseaux. Bon, finalement, le mec a tellement eu raison, quoi. Et il l'avait dit lui-même, j'ai acheté au pire moment, ou je sais plus trop où est-ce qu'il avait acheté, mais c'était un truc de ouf, si vous voulez. Vous reprenez ses dires, c'est toujours très très intéressant de l'avoir. En somme, la meilleure chose à faire dans ces contextes-là de marché,
all-in ou pas all-in, c'est strictement de rien faire. Attendez vos confirmations, attendez vos structures, et il faut du temps. Prenez du temps. Si ça ne doit pas arriver dans 1 an, eh ben ça arrivera dans 2 ans. Si ça ne doit pas arriver dans 2 ans, ça arrivera dans 3 ans. C'est pas grave. Je casse au dit une idée reçue, et je le dis souvent. N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre. C'est peut-être une fausse, en fait, bonne idée de dire ça, puisqu'en fait, on part du principe qu'on a déjà perdu. On va garder un bon état d'esprit, un mindset positif. Investissez tout ce que vous n'avez pas besoin dans les 5 prochaines années. Voilà. Si vous n'avez pas besoin d'argent dans les 5 prochaines années, ou dans les 10 prochaines années, vous pouvez investir cet argent-là, notamment dans les crypto-actifs. Je ne pense pas que ce soit une mauvaise solution. Alors bien sûr, vous n'allez pas vendre la maison pour dire j'en avais pas besoin d'une nouvelle maison dans les 5 prochaines années, on est bien d'accord. Vous avez compris un peu l'idée. Donc cet argent, on ne veut pas le perdre, on n'investit pas sur les marchés crypto ou sur les marchés financiers pour perdre de l'argent, c'est pas en tout cas ce qu'on nous vend à la télé, c'est pas ce qu'on nous vend entre guillemets dans les livres, et encore moins sur le YouTube sphère dans la grande partie des cas, bien qu'on ait les chiffres et ces datas-là, 89% des investisseurs perdent en réalité et toujours dû à leurs émotions. Parce qu'ils vendent dans la perte et dans la capitulation, et ils achètent malheureusement des tops de marché, ou des hauts de marché. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais partez du principe que actuellement, pour moi, et je le dis et je le répète, je serais peut-être un petit peu redondant, mais c'est malheureusement un travail que je me suis imposé à moi-même, qui est très difficile. Ça paraît de bon sens et ça paraît logique, mais croyez-moi que ça a été très difficile pour moi de me l'appliquer, parce que de ne pas acheter les 15 700 $, je vous assure que c'est dur pour moi. Mais je ne le ferai pas. Alors que j'ai plein d'argent pour investir des bitcoins. Je peux acheter des bitcoins maintenant. Mais je ne le ferai pas. Puisque c'est de l'émotionnel. Tout simplement. Merci à tous et à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve demain dans une prochaine vidéo des rois du bitcoin. Ciao.